Le média à la place de CNews ou BFM? Oui ou non? Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr. C'était bien de mettre la tête de Raphaël Glucksmann seul, parce que si on mettait les gens derrière, on retrouvait une grosse partie des gens de Hollande ou de Valls. Oui, vous êtes contre l'Europe, oui, l'Europe c'est la solidarité, oui, on a envie d'Europe, oui, on est nous des gauches mais pro-européens, ça m'a fait drôlement rire ça. Tu vois des mecs du PS, avant on fait les fanfarons, on a un super score, ça a bougé, puis là on a une autre mine, ah bah non, on va faire l'alliance tout de suite, on va se dire mets-moi personne devant moi pour que je retrouve ma Circo. Faut arrêter de prendre les électeurs de gauche pour les abrutis aussi. C'est les électeurs qui votent. Vous êtes prêts à voter pour ça, oui ou non? Et la question va se poser même chez les électeurs de gauche. Est-ce que les abstentionnistes, vous allez rester absents, vous allez vous déplacer? Bonjour tout le monde, vous le savez, nous avons déposé le 15 mai dernier notre dossier auprès de l'Arcom pour diffuser sur l'un des 15 canaux TNT remis en jeu pour 2025. Ils nous ont informé que notre candidature était recevable. Vous avez bien entendu, notre dossier est suffisamment sérieux pour passer au second tour des sélections. Le média fait partie des 25 candidatures retenues pour être auditionnées cet été. Oui, 25 candidatures pour 15 fréquences en jeu. Tout est possible, c'est historique. Jamais un média indépendant et populaire qui n'est détenu ni par l'État ni par de riches actionnaires n'a été aussi prêt d'arracher un canal aux milliardaires. Les canaux de C8, CNews, BFM ou encore LCI sont aussi remis en jeu. Nos techniciens, nos journalistes sont prêts. Notre petite équipe n'attend plus que le feu vert de l'Arcom et votre soutien, celui de milliers de citoyens. Sans vous, nous ne pouvons pas imposer un rapport de force. Le dépôt de ce dossier serait vain. Tout est entre vos mains pour faire un don défiscalisable et permettre aux médias de révolutionner le petit écran. Ça se passe sur tnt.lemediatv.fr. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé libre et engagée du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus, et on en a bien besoin. Je suis ravie de te retrouver, Thomas, pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. À l'heure où l'on est assommé par les discours de toutes parts, il est bon de se poser, faire le tri et décrypter. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, évidemment, la victoire du Rassemblement national aux élections européennes et Emmanuel Macron qui dissout l'Assemblée nationale. C'est parti. Bardella en tête des élections européennes, Macron qui dissout l'Assemblée nationale. La soirée d'hier soir est un vrai cap. Hier soir, donc dimanche soir, avait lieu le vote aux élections européennes. Jordan Bardella, tête de liste RN, a recueilli plus de 31% des voix. Renaissance, parti présidentiel mené par Valérie Ayé, fait 14,6%, donc loin derrière. Et Raphaël Glucksmann avec la liste PS Place Publique obtient 13,83%. Ensuite, LFI 9,89%, LR 7,24% et ELV 5,5%. Et Reconquête aura bien des députés européens puisqu'ils ont franchi le seuil des 5% avec 5,47% des suffrages. Une élection où l'abstention ressort grande gagnante, 48,6% en recul. Cependant, l'extrême droite a, pendant toute cette campagne des européennes, nationalisé l'élection en réclamant d'Emmanuel Macron la dissolution de l'Assemblée nationale si le score désavouait le parti présidentiel. Et quelques minutes après le résultat, le président de la République l'a annoncé. C'est pourquoi, après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans 3 semaines, nous voterons pour élire les députés de l'Assemblée nationale et le gouvernement. Le premier tour sera le dimanche 30 juin, le deuxième tour sera le dimanche 7 juillet, donc dans pas vraiment longtemps. Si le RN arrive en tête, nous aurons un Premier ministre et un gouvernement d'extrême droite. Thomas, comment tu juges là la décision d'Emmanuel Macron? Moi, je pense qu'Emmanuel Macron veut voir si les Français sont vraiment prêts à aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a un vote d'opposition, très clair. Il y a un vote qui met très haut le Rassemblement national. Et là, il veut voir si les Français sont prêts à aller déposer cette fois-ci un vote pour que ce parti gouverne. Il a l'idée, avec les 2 débats notamment qu'il a menés avec Marine Le Pen, que chaque fois que le Front National, même s'il monte, chaque fois qu'il est proche du pouvoir, il s'écroule. Il s'écroule parce que les gens se disent bon, ils sont pas crédibles, etc. Et donc ça va pas jusqu'au bout. Donc il veut vraiment faire la part entre ce qu'il appellerait un vote d'opposition et une clarification sur est-ce que les gens sont prêts à y aller. Et il veut le faire d'autant plus dans un contexte où la gauche est divisée et où 10 minutes avant son annonce, elle était quasiment en train de s'entretuer sur les plateaux. Et donc, il parie qu'avec une gauche divisée et avec des gens qui ne sont pas prêts, une grosse partie ferait comme dans les élections, le barrage
contre le Rassemblement national. Et donc là, il pourrait dire, je vous ai donné, un petit peu comme un référendum, je vous ai donné la parole, vous avez vu que vous ne voulez pas, donc c'est moi qui continue. Donc il y a un jeu vraiment, depuis le début, de toute façon, moi je l'ai dit dans un livre que j'ai écrit en 2016, qui s'appelait « Introduction inquiète à la Macron-économie ». Premier livre contre le projet de Macron, pas sur sa personne, ses réseaux, contre son projet, d'accord, avec ce qu'il avait fait notamment en tant que ministre de l'économie et les bases du plan, parce qu'il n'y avait pas trop de projets encore, mais il les annonçait, les bases du plan économique qu'il voulait faire pour la France. Et à la fin du livre, on termine, on l'a écrit avec Frédéric Farah, on termine en disant, de toute façon, ce qu'il fait va diviser la société, va dérouler le tapis rouge au Rassemblement national. En 2016, c'était écrit. En 2018, j'ai eu un débat avec le porte-parole d'En Marche et je lui ai dit, avec ce que vous faites, les lois de travail, les coupes dans la dépense publique, les réformes sur les retraites que vous envisagez, à l'époque c'était la retraite à points mais ils ont changé, vous déroulez le tapis rouge au RN et lui m'a dit non, on veut justement lutter contre le RN. La preuve en est que chaque fois qu'il y a le libéralisme qui passe, vous avez le RN qui monte. Ça a été le cas en Italie, ça a été le cas en Hongrie, ça a été le cas aux États-Unis et c'est le cas aujourd'hui chez nous. Mais surtout quand il s'inspire des idées d'extrême droite, on pense encore à toutes les lois, la loi migration, ou même en application tous les jours, sécurité globale et j'en passe. Moi je pense qu'il y a eu dans la tête des dirigeants politiques, après 2002, vous savez, 2002, il y a eu une surprise. Jospin et Chirac devaient être au deuxième tour. Jospin était persuadé qu'il allait au deuxième tour. D'ailleurs, il n'a pas prononcé une seule fois le mot ouvrier dans sa campagne. Il n'est pas arrivé au deuxième tour, c'est Le Pen. Et là, Chirac a fait 80%. Et à partir de ce moment-là, je pense, plutôt que de se dire il faut absolument faire redescendre le RN, la stratégie, ça a été de le faire monter pour se retrouver face à lui et jouer le barrage républicain. Et là, on nous la joue encore. Et en réalité, c'est ce qui se passe depuis. À part en 2012, où il y a eu Sarkozy-Hollande, ça a tout le temps continué. Et le but, ça a été ça, de faire monter le Front National pour essayer d'arriver face à lui et se faire élire avec le barrage républicain. Donc, à jouer à ce jeu, on voit aujourd'hui le résultat. C'est-à-dire que soit vous allez chercher des voix à l'extrême droite, comme l'avait fait Sarkozy en 2007 notamment, sur la sécurité, sur plein de choses, comme le fait aujourd'hui Macron, soit vous vous arrangez aux élections pour que ça monte suffisamment et pour être en face et jouer le barrage républicain. Mais les gens commencent à être fatigués avec ça. On pourrait se dire que Emmanuel Macron joue avec le fait, mais il y a aussi le fait que si demain l'extrême droite gouverne, le programme économique d'Emmanuel Macron ou leurs intérêts à Emmanuel Macron, aux gens au pouvoir ou encore aux grands patrons d'entreprise, ils ne seront pas vraiment remis en question, quoi. C'est moins dangereux pour eux d'avoir le RN en face que la gauche. De toute façon, le RN a fait une grosse mutation dans son programme économique. C'est-à-dire qu'on est passé de la sortie de l'euro, qui était vraiment un choc qui faisait très peur aux industriels, à je veux rembourser la dette, je veux rembourser la dette, je veux rester dans l'euro, je veux rester dans les traités, comme Madame Meloni, et ce qui finalement ne dérange pas trop. Il y a peut-être un effet d'image sur les marques françaises, mais ça ne dérange pas trop le grand capital. De toute façon, le programme économique, et nous l'avons dit ici, de Macron et du Rassemblement national est quasiment le même. C'est un programme où on déréglemente, où on n'augmente pas le salaire minimum, où on fait des économies sur la dépense. C'est quasiment le même programme. Il y a très peu de différence. Alors certains vont dire oui, c'est Macron qui copie sur moi, l'autre va dire non, c'est moi. Mais au final, c'est quasiment la même chose. Et d'ailleurs, quand on rajoute Zemmour, c'est quasiment la même chose. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on parle trop peu finalement d'économie. Alors j'ai peut-être un biais parce que moi je suis économiste, mais pour moi c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre, l'économie. Et en fait, c'est pour ça que j'en veux quelque part, moi, à la gauche, avec ces alliances, on va dire, à intervalles. C'est qu'il y a énormément de choses qui ont été détruites depuis l'arrivée de Macron. Et quand on regarde ces 20 dernières années, on a énormément. Mais depuis l'arrivée de Hollande, la deuxième partie, et Macron ensuite, il y a eu une accélération de la destruction, notamment du droit du travail avec les lois travail, de l'assurance chômage, des retraites, des financements des services publics. Il y a eu quand même un certain nombre de choses et il a fallu des grosses crises pour que ça s'arrête. Mais s'il n'y avait pas eu les crises, ça aurait été encore plus loin. Et malgré tout, les gens continuent à se dire bon, est-ce qu'on s'allie pour cette élection ou pas? Et ils ne s'allient que quand il y a urgence, comme c'est le cas des discussions aujourd'hui ou comme c'était le cas au moment de la NUPES, mais jamais en amont, alors qu'il y avait beaucoup de choses à sauver qui ont été détruites. On va revenir sur l'Alliance des gauches, mais tout d'abord, cette élection, elle est dans 3 semaines. Elle est, je l'ai dit, le 30 juin et le 7 juillet. Beaucoup de départs en vacances, beaucoup d'étudiants qui ne seront pas possibles de voter, etc. Les procurations sont encore un petit peu compliquées entre l'application, le commissariat. Il n'y a pas des commissariats partout. Qu'est-ce qu'on pense de cette halte un peu dans 3 semaines là? Il avait le choix d'avoir un temps plus long.
C'était possible. Hein. Là, il a choisi vraiment le temps le plus court. Donc, c'est vraiment une clarification éclair. Il aurait pu prendre plus de temps, mais là, il a choisi le temps le plus court. C'est comme s'il voulait faire une photographie de ce qui s'est passé aux européennes et de dire, voilà, maintenant, est-ce que vous êtes prêts à aller plus loin ou pas? Donc, c'est un pari qui est très, très risqué. C'est un pari qui est très risqué. Mais en même temps, il a fait un choix de la clarification. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est les électeurs qui votent. Donc là, est-ce que vous êtes prêts à voter pour ça, oui ou non? Et la question va se poser même chez les électeurs de gauche. Ou aux abstentionnistes. Est-ce que les abstentionnistes, vous allez rester absents, vous allez vous déplacer? C'est une vraie question qui va se poser. Donc, oui, il a choisi un temps très court. Et c'est vrai que c'est en fin d'année, c'est en début de vacances. Certains avaient prévu des choses. Ça peut avoir un impact, mais c'est un retournement politique important. Mais bon, c'est une clarification. Et moi, je trouve que toutes les clarifications sont bonnes. Parce qu'on ne peut pas continuer à faire comme si le RN était méchant tout en le faisant monter. Non, mais c'est vrai, on ne peut pas dire aussi aux gens ne votez pas le RN ou des choses comme ça. Il faut à un moment aussi avoir un programme qui fasse que les gens vont se déplacer pour aller voter. Ça ne peut pas être que un jeu électoral, une somme de calcul pour se retrouver face à et faire en sorte de dire donc j'ai gagné, donc on a choisi mon programme, alors que ce n'est pas du tout ça qui se passe depuis pratiquement une dizaine d'années. Et même au sein de la majorité, beaucoup pointent un choix complètement irresponsable. Vous savez, moi je fais très attention en politique. Bien sûr que dans la majorité, vous venez d'être élu député depuis 3 ans. Et là, vous devez repartir. Les forces ont changé. Et cette question va se poser aussi à gauche. Et d'ailleurs, on a vu les flips à 180 degrés de certains partis de gauche qui sont devenus, en quelques minutes, des gens qui ne voulaient plus s'allier et en finir avec Mélenchon, et aujourd'hui veulent se réallier avec les gauches, en nous disant bien sûr que c'est très grave, et nous partageons ce constat, parce que le RN peut arriver au pouvoir, mais il est vrai aussi qu'il y a de fortes chances qu'ils perdent leur poste. Quelques minutes après l'annonce de la dissolution d'Emmanuel Macron, ELV, PCF, LFI et PS ont appelé au Front populaire, c'est ce qu'ils reprennent tous dans leurs éléments de langage de ce matin. Ils ont appelé à l'union pour le scrutin dans 3 semaines, même si certains, dès hier soir, ont annoncé leur candidature dans leur circonscription avant même de se réunir et de décider comment ils allaient faire dans les circonscriptions. Est-ce que c'est possible une NUPS 2, là, Thomas? Enfin, moi, je suis vieux, donc je commence à être très vieux et je commence à être fatigué avec tout ça. Parce que j'ai été quand même quelqu'un qui a appelé constamment aux alliances. C'est-à-dire qu'il faut faire un peu d'histoire. Un peu d'histoire pour les plus jeunes. C'est-à-dire qu'en 2005, il y a eu ce non à la Constitution, avec une frange à la gauche du PS, parce que le PS était pour. François Hollande était pour le oui à la Constitution. Dans la Constitution, quand vous lisiez le texte, il y avait des choses qui disaient qu'il fallait ouvrir le service public à la concurrence. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très libéral. Or, une Constitution, normalement, elle a pour but de mettre un certain nombre de valeurs communes, mais aucunement elle ne doit faire des choix de politique économique. Or là, cette Constitution faisait des choix de politique économique. Des gens de gauche, du NPA, des ONG, d'Attaque, LCR et des gens des partis de gauche ont lu cette constitution et ils ont dit non, nous on n'est pas d'accord avec ça. Et ils ont gagné. En grosse partie en disant voilà, on n'est pas. Et en face, la gauche vous disait exactement le même discours aujourd'hui qu'on peut entendre au PS. Oui, vous êtes contre l'Europe. Oui, l'Europe c'est la solidarité. Oui, on a envie d'Europe. Oui, on est nous des gauches mais pro-européens. Sans lire le fond du texte qui était une véritable horreur qu'on nous a resservi après sous Sarkozy. Et à la suite de ça, ces partis de gauche ont dit nous allons présenter une seule candidature à la gauche du PS. Et personne n'a voulu. Le NPA est parti tout seul avec Besancenot. José Bové, qui à l'époque était altermondialiste, est parti tout seul. Et c'est parti en confetti. Ils n'ont pas pesé à gauche, alors qu'ils pouvaient montrer, en fait, même en faisant un score important, qu'il fallait que le PS, à l'époque, se réoriente. Ils sont partis, ça n'a pas eu lieu. Puis ensuite, vous avez eu 2012, Hollande, social-démocrate, qui gagne, qui fait un premier quinquennat de gauche social-démocrate, avec des Montebourg, des Duflot, des Hamon. Voilà, c'est une gauche qui existe social-démocrate, et qui fait un tournant avec Macron et Valls, comme nous n'avons jamais vu, et qui devient un parti qui fait encore plus de réformes libérales qu'un parti de droite. Et aujourd'hui, ces gens-là qui étaient là sont sur les listes du PS avec Glucksmann. Faut le rappeler. Ils font émerger Macron. Macron gagne, Hollande appelle même, il dit qu'il ne va pas voter pour, grosso modo, il dit qu'il ne va pas voter pour, enfin, il laisse entendre en tous les cas que ça va être compliqué. Des personnalités comme Valls appellent à ne pas voter pour Hamon, etc. Et là, à l'époque, il y a quand même un certain nombre de signatures qui disent Macron a un programme trop sévère, il faut une alliance entre Hamon, Jadot, Mélenchon. 2 tribunes ont été signées par Caroline Dehaze, Maxime Combès, Mathilde Larère et moi-même pour dire voilà, là face à l'austérité, moi j'en ai même signé une dans Le Monde avec Varoufakis. Et là, moi je me suis fait tout le temps insulter. Ah oui, tu veux faire renaître le PS et tout, alors qu'il y avait quand même un certain nombre de réformes qui n'avaient pas été faites. Ça n'a pas été fait.
Et puis après, d'autres sont nés, primaire.org, dont on a discuté ici, qui a fait arriver Taubira en tête, pour une alliance des gauches en 2022. Ça n'a pas eu lieu. Et après l'élection présidentielle, quand des partis comme le PS sont retrouvés à 1%, pareil pour le PC, pareil pour les écolos, là, il y a eu un intérêt, un alignement d'intérêts. Alors, on nous a dit que c'était pour sauver la gauche, mais il y a eu aussi des intérêts personnels, puisque Mélenchon voulait être Premier ministre et les autres voulaient sauver leur poste, parce que sinon le PS aurait disparu. Le PC aurait disparu, la majorité des partis, les écolos auraient disparu. C'est ça. Et là, si Mélenchon avait fait comme en 2007, ces partis auraient disparu. Et là, il y a eu cet accord pour le faire honnête. Les gens y ont cru. Tout le monde a ravalé ce qu'il avait dit sur les uns et les autres en disant oui, en fait, on est tous amis, c'est génial, on a acclamé, le PS a été acclamé par la France insoumise et inversement, tout le monde s'est fait la bise, la NUPES a fait un super score et après, il y a eu cette question de est-ce qu'on siège sur le même nom pour représenter une force, et là, plus personne n'a voulu. Alors, une fois qu'ils ont leur poste, ils ne veulent plus. Ah non, on est un groupe, mais on n'est pas un groupe qui a une forme de légalité. Voilà, donc il y a la France insoumise, il y a les écolos, il y a le PS. Et puis 3 mois après, on commence à s'en prendre à une partie de la LFI alors qu'on a été mis au pouvoir avec lui. Il faut en finir avec lui, il faut en finir avec l'autre, et ainsi de suite. Parce que là, les gens disent que le désaccord date d'octobre. Mais ça date bien d'avant, ce désaccord. Et donc, là, on va aux européennes en ordre dispersé. Mais quand même. Et on voit le score là, mais quand même. Et quand on regarde les campagnes européennes, elles ont été faites, notamment la campagne de Raphaël Glucksmann, en désaccord frontal avec la LFI. Et inversement, hein, d'ailleurs. Oui, c'est tiré pour tous. Et maintenant, là, on va nous dire, oula, l'heure est grave, on va se resserrer la main. Et là, on voit sur des plateaux télé des gens qui ont leur mine décomposée. Moi, ça m'a fait drôlement rire, ça. Tu vois des mecs du PS qui, s'ils repartent en circo, ils peuvent perdre, là. On leur mine avant, on fait les fanfarons, on a un super score, ça a bougé. Puis là, on a une autre mine. Ah bah non, on va faire l'alliance tout de suite. Parce qu'il faut faire le barrage contre le RN. On va faire la soupe de logo. On va se dire, mets-moi personne devant moi pour que je retrouve ma circo. Il faut arrêter de prendre les électeurs de gauche pour les abrutis aussi. C'est ça aussi un moment. C'est-à-dire que personne n'a envie que le FN arrive. Mais tout le monde en a marre de ces arrangements-là pour qu'un tel retrouve sa circo. Enfin, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux citoyens. Bien sûr qu'il faut lui proposer une offre, mais il faut faire aussi confiance aux citoyens. Le citoyen, il n'est pas plus idiot que ça. Il ira voter. S'il ne vote pas, c'est qu'il y a une raison aussi, hein. Mais c'est difficile aussi de cette phrase de on fait confiance aux citoyens dans le sens où là le vote extrême droite est quand même très fort et en plus c'est ma question d'après, hein, il y a un vote raciste pour l'extrême droite et ça faut pas le nier. Il y a aussi un vote qui est manipulé par rapport à tous les discours qu'on fait croire que Bardella ou le RN sont les défenseurs du peuple, les défenseurs des travailleurs. On entend des gens dire oui, moi je vois sur TPMP ou je vois sur TikTok qui défend notre vraie vie parce que nous on s'arrache à travailler, etc. Alors quelle clarté aura cet assemblage de gauche quand vous avez un candidat qui dit oui, vive l'Europe, j'ai envie d'Europe, alors que 2 tiers des délocalisations en France se sont fait à l'intérieur de l'Europe et que vous avez 5 paradis fiscaux en Europe. Non mais quand on fait pas le bilan, quand un parti de gauche ne fait pas le bilan de ce qui se passe dans l'Europe, parce qu'on nous a pas arrêté de nous dire c'est une élection européenne. Non, c'est une élection aussi nationale. Et les gens, ils sont tenus par des problèmes qu'ils voient au quotidien. C'est pas le problème qu'il y a à 4000 km. Bon, ça s'en est un aussi important, mais beaucoup moins important que le problème quand tu vas faire tes courses au quotidien. De pouvoir d'achat qui est resté d'ailleurs toujours en haut lieu. Donc, quand vous dites à des gens, oui, moi, l'Europe, c'est super, alors que c'est une Europe de délocalisation, c'est une Europe qui fait passer, c'est une Europe de l'austérité budgétaire qui est en train de passer, là où on demande à chaque pays de faire encore plus de réformes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Vous avez une gauche qui pense ça, qui a fait un très bon score. Et d'ailleurs, je pense que c'était bien de mettre la tête de Raphaël Glucksmann seul, parce que si on mettait les gens derrière, on retrouvait une grosse partie des gens de Hollande ou de Valls, des gens comme Calfon. C'est ça qui va au Parlement aujourd'hui avec la gauche. C'est ça. Ils ont tenu des propos, ils les assument, leurs propos. C'est Delga aussi, on voit très bien les propos qu'elle a eus. Donc c'est cette gauche-là. Je veux dire, quelle est la clarté entre un programme de gauche comme ça et un programme de gauche plus radical porté par LFI ? Mais même sur l'économique, hein, quelle est la clarté ? J'en vois pas. Donc les électeurs vont dire oui, je vote à gauche, mais si tu votes, ça veut dire quoi voter à gauche ? C'est du court terme. Non, mais ça veut dire quoi voter à gauche là ? Honnêtement. Je veux dire, c'était un programme qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Macron avec quelques touches de gauche, et puis tu en as un autre qui c'est quand même compliqué. Non, mais c'est vrai que c'est très compliqué. Ouais. Donc là, ils vont tous se serrer la main. Ils se sont insultés pendant à peu près 1 an, là, grosso modo. Ils vont tous se serrer la main en 2-2 et ils vont faire une belle photo. Ils vont tous retrouver leur poste. Et 2 mois après, quand ils auront gagné, quand ils auront empêché, ils n'auront pas gagné, ils auront empêché le RN d'arriver, ce qui est une bonne chose.
2 mois après, ils vont se tirer dans la bourre, ils vont se tirer dans les pattes en disant « Oui, c'est moi qui vais représenter 2027. Oui, c'est moi. Lui, il faut en finir avec Mélenchon. Lui, c'est la gauche pro-européenne, et ça va repartir comme avant. » Donc, enfin, bon, je veux dire, moi, je suis perdu comme beaucoup de gens, mais une clarté sur le programme, c'est aussi important. Une clarté sur les positions, c'est aussi important. Et la soupe au logo et la protection de son poste en dernier lieu, en agitant le FN qui va arriver, on nous a fait le coup, mais alors là, je crois, 1 million de fois. Et c'est très fatigant. Et qu'est-ce que tu répondrais justement à ces gens qui votent le RN car, comme je disais, ils ont entendu à droite à gauche que c'est eux les défenseurs des travailleurs? On l'a démonté plein de fois ici, mais je pense que c'est important de le rappeler. Non, mais quand je vois moi les débats qu'il y a eu en fait sur les européennes, ça a été des débats toujours, on l'a dit ici, qui ont été très annexes, par exemple, à des questions très simples. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est l'augmentation des salaires. Le seul salaire qui a résisté à l'inflation, c'est le SMIC. La question de l'augmentation du SMIC, c'est une question qui est parce que le SMIC n'est plus un salaire minimum. Il faut arrêter, c'est plus un salaire minimum. Vous ne pouvez pas vivre avec le SMIC. Il faut un moment en parler. Parce que l'immobilier a augmenté, vous ne pouvez pas vivre avec le SMIC. Donc l'augmentation du SMIC, c'est un vrai débat. Bon, ben, on n'en a jamais parlé. D'ailleurs, le PS, je ne sais pas s'il propose l'augmentation du SMIC. On n'en a pas parlé. L'indexation des salaires sur l'inflation, est-ce qu'on en a parlé? Je veux dire, personne n'en a parlé. Non, mais je veux dire, et donc le pouvoir d'achat, il se résume à quoi? Ah, la facture d'électricité, si on va faire du nucléaire, dont les résultats sont dans une dizaine, quinzaine d'années, oui, ça va faire baisser votre facture, donc ça va relancer la compétitivité des entreprises et le pouvoir d'achat des Français. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la question des salaires. Il n'y a pas que je retire 5 centimes sur une taxe ou je fais du nucléaire ou je développe la voiture électrique, ça va coûter moins cher. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi la vraie question des salaires et le partage du travail, de la valeur travail, le partage des salaires dans la valeur ajoutée. Ça a baissé dans les années 80, c'est jamais revenu à ce même niveau. Ça a été stable depuis, mais c'est jamais revenu au même niveau. Et la question, elle devait se poser. Elle n'a pas été débattue. Donc le RN, il arrive, il dit oui, moi je protège les Français, le nucléaire, je vais pas les faire chier avec des affaires annexes, avec la voiture électrique. Donc votez pour moi, je vais les protéger. Alors qu'au fond, mais le programme est le même, on l'a démonté. Le programme est exactement le même. C'est un programme de baisse d'impôts, c'est un programme de modération salariale. Et comme c'est un programme qui ne propose rien pour améliorer la qualité de vie des gens, c'est un programme qui montre du doigt un coupable pour dire, regardez, bon, ben, il n'y a pas suffisamment de places en HLM, c'est à cause de l'immigration. Vous avez quand même 2 millions de personnes en attente d'HLM. Il y a un problème à moi, c'est-à-dire que s'il y a une attente, il faut mettre en face une offre. On va vous dire, il n'y a pas suffisamment de places en crèche, c'est de la faute des étrangers. Alors qu'en réalité, il y a des problèmes de recrutement. Vous avez une crèche, moi, à côté de chez moi, d'austérité budgétaire, de recrutement, parce que c'est très mal payé, parce que c'est très dur, parce qu'on demande aux puéricultrices d'avoir de plus en plus d'enfants. Et vous avez à côté de chez moi une crèche qui pourrait avoir 2 fois plus de bébés, qui a une salle fermée, faute de recrutement. Et c'est la même chose à l'hôpital, etc., etc. Et donc, plutôt que de dire, oui, il y a un problème, il manque des médecins, nous avons des médecins étrangers, qu'est-ce qu'on en fait, etc., etc., et ben on va dire, non, il y a trop de problèmes aux urgences parce qu'il y a trop d'étrangers. Donc ils ont trouvé un cohabitation. Et c'est ce que fait Mélanie, c'est ce que fait toujours l'extrême droite. Mais bien sûr que c'est du vent. Bien sûr que c'est du vent. Mais après, si elle monte aussi parce qu'il y a une faiblesse quelque part. Alors il y a une opposition à Macron et il y a une faiblesse d'offres à gauche. Quand je dis une faiblesse d'offre, c'est aussi peut-être une faiblesse parce que des gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, sauf ils se mettent d'accord sur des périodes très courtes quand il s'agit de sauver leur poste. Il faut vraiment se poser la question, qui est coupable finalement? Mélenchon a fait un très bon score au présidentiel, un score énorme. Qui est responsable aujourd'hui de la débâcle? Alors, tu auras toujours une partie qui vous diront, c'est de la faute de Mélenchon. Il a beau avoir fait plus de 20%, c'est de sa faute. Il y en a une autre partie qui va dire non, en fait c'est très bien notre programme, on n'a pas à l'élargir. Donc il faut un moment aussi qu'il y ait que les gens se posent vraiment la question de qu'est-ce que veut dire être de gauche en France. Puis entre tout ça, il y a aussi un traitement médiatique qui a été complexe, où dans les débats, à part celui du média, mais dans les débats, on n'a pas parlé, comme tu as dit, des questions économiques. Puis aussi, il y a eu quand même un tapis rouge aux idées d'extrême droite, sans forcément de contradictoire derrière, ou de fact-checking, en fait. Oui, il y a eu beaucoup, on a vu, il y a eu beaucoup de médias. Alors, il y a l'Arcom qui surveille, mais c'est vrai qu'il y en a eu qui ont eu des couvertures, etc. Il y a eu plus de couvertures pour Jordan Bardella et pour Raphaël Glucksmann.
Moi c'est surtout en termes d'image que donnent ces derniers mois, où il y a eu vraiment des confrontations idéologiques de fond entre les gauches, et se rabibocher comme ça en l'espace de 3 heures. Je veux dire, hier, c'est un peu ce que nous vendait un peu le PS, mais s'il faut le faire, il ne faut pas prendre les électeurs de gauche pour des imbéciles. Et ton appel à la responsabilité. Il y a une peur. Je veux dire, là, en fait, la peur est importante. Elle peut marcher cette fois, mais elle va de moins en moins suffire. Mais c'est pas en du fait, long terme. elle va de moins en moins suffire. À un moment, il faut aussi de la clarté. Et la clarté, à gauche, on ne l'a pas eu. À la NUPES, certains ont fait semblant de le croire, mais quand on regardait réellement moi, la plupart des gens du PS, là, si la LFI leur met un candidat, ils perdent, c'est fini. Alors peut-être que toute la gauche perd, mais eux, ils perdent. C'est très difficile de perdre son poste quand vous ne l'avez pas prévu de le perdre. Là, les gens, ils se voyaient. Vous voyez, tout le monde préparait l'avenir. On se voit en 2027. Bon, grosso modo, l'idée à gauche, c'était comment on élimine Mélenchon, comment on fait naître un Ruffin ou un autre comme ça. Ça va être compliqué. Des partis parfois à 2% comme le PC, autant que le parti animaliste. Hein. Oui, c'est quand même, en faisant campagne, en étant à tous les débats. Se disait, bon, comment on fait pour l'éjecter. Et là, d'un seul coup, se pose le concret. Le vrai concret, c'est peut-être dans 3 semaines, je perds mon poste. Donc là, ils sont tous pour l'alliance. Il faut s'entendre, on peut s'entendre, il faut qu'on se parle, on peut se parler. Bizarrement, quand il n'y a pas de problème, personne ne peut se parler. Quand il s'agit de construire une alternative crédible sur le long terme pour prendre le pouvoir, personne ne peut se parler. Tout le monde y va tout seul. Personne ne peut même siéger sur la même banderole. Par contre, quand il s'agit de sauver son poste pour la NUPES, parce que la NUPES, il n'y avait pas d'urgence, il n'y avait pas le FN, hein, mais là, sauver son poste, là, on prend un accord en 15 jours. Quand il s'agit là de sauver aussi son poste, mais face à un danger certes, là, on va se mettre d'accord en l'espace de 15 minutes. Je ne sais pas quoi dire, moi, franchement. C'est un peu embrouillé dans ma tête comme dans la tête de tout le monde, mais il ne faut pas prendre les gens pour des abrutis non plus. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. J'avais l'habitude de vous le dire, mais là, c'est encore plus vrai. La situation politique est inédite, urgente. 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Et nous nous rapprochons de la TNT. Vous le savez, nous avons déposé le 15 mai dernier notre dossier auprès de l'Arcom pour diffuser sur l'un des 15 canaux TNT remis en jeu pour 2025. Et notre candidature est recevable. On sera au second tour des sélections. Le média fait partie des 25 candidatures retenues pour être auditionné cet été pour 15 fréquences en jeu. Tout est possible, c'est historique. Jamais un média indépendant et populaire qui n'est détenu ni par l'État ni par un riche actionnaire n'a été aussi près d'arracher un canal aux milliardaires. On est prêts, techniciens, journalistes, notre petite équipe n'attend plus que le feu vert de l'Arcom et votre soutien, celui de milliers de citoyens, car sans vous, le dépôt de ce dossier serait vain. Tout est entre vos mains pour faire un don défiscalisable et permettre aux médias de révolutionner le petit écran. Ça se passe sur tnt.lemediatv.fr. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé libre et engagée du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous les vidéos YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.